Bonjour, je suis Didier Havé, je suis psychologue et psychothérapeute et je vais vous parler aujourd'hui de la mécanique secrète des attaques de panique. Alors cette vidéo est la deuxième d'une série de 4 et si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je vous invite à le faire dès à présent et à revenir juste après à celle-ci car les informations que je donne, je le fais dans un ordre qui a sa cohérence propre. Et donc pour bien comprendre ce que vous avez à faire et pourquoi, je vous conseille de regarder d'abord la vidéo précédente. Alors cette vidéo-là est la plus longue de la série, mais regardez-la jusqu'à la fin car je vais vous donner beaucoup d'informations absolument essentielles. Dans la première vidéo, on a vu le rôle essentiel du détecteur de fumée, l'amygdale donc, et de la grande sensibilité de ce détecteur de fumée qui se met à déclencher de nombreuses fausses alertes quand on souffre d'attaques de panique. Alors qu'est-ce qui se passe quand cette fausse alerte se déclenche? Alors il y a deux façons essentielles, biologiquement déterminées et héritées depuis la nuit des temps, dont les mammifères réagissent face à un danger imminent. C'est la fameuse réaction combattre ou fuite, fight or flight en anglais, que vous connaissez sans doute. Cette réaction, l'une ou l'autre, mobilise l'organisme de manière extrêmement rapide et puissante pour que l'organisme assure sa survie. Alors c'est comme si toutes les ressources d'énergie du corps étaient utilisées pour que le corps puisse fonctionner à plein régime au maximum de ses capacités. Alors pour ça on a besoin d'adrénaline, de sucre, d'oxygène et toutes ces ressources vont être dirigées vers les muscles et vers certains organes. Alors pour ça, le cœur va se mettre à battre plus vite, la respiration va s'accélérer afin d'aller chercher et d'apporter toute cette énergie aux muscles. Et cette réponse de notre organisme n'est pas du tout volontaire, hein. Elle est totalement automatique et c'est ce qui lui permet d'être beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus efficace dans un contexte de survie. Alors c'est une réponse animale, une réponse instinctive et elle est très efficace dans un contexte de danger bien sûr. Elle est très efficace justement parce qu'elle est automatique, hein, pour aller plus vite que votre pensée. Si vous êtes face à un danger qui menace votre vie, c'est vraiment pas le moment de réfléchir et de chercher à résoudre des problèmes complexes, hein. Il faut juste agir. Donc se battre ou courir pour sa propre vie. Seulement voilà, quand vous avez une attaque de panique, il n'y a aucun danger autour de vous. Et ça fait une grosse différence. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Vous voyez que ce caractère automatique, involontaire dont je parlais, de cette réaction est important et que déjà à lui seul il explique beaucoup de choses. Par exemple, ça explique pourquoi beaucoup de personnes, et vous en faites peut-être partie, ont des attaques de panique nocturnes. Parce que le déclenchement de cette fausse alerte n'est pas sous le contrôle volontaire, je vais y revenir. Mais aussi, vous comprenez du coup peut-être un petit peu mieux pourquoi spontanément vous avez tendance à vouloir fuir de l'endroit où vous vous trouvez lorsqu'une attaque de panique survient, hein. Ou encore, ça explique pourquoi vous combattez la panique, en vous et pourquoi donc c'est si difficile d'accepter ces sensations de panique. Tout ça parce que les réactions de combat et de fuite sont biologiquement programmées à l'intérieur de nous et lorsque l'alarme s'active, donc on a très naturellement tendance à vouloir combattre la panique ou à vouloir fuir la situation. Donc quand le corps est prêt à se battre ou à fuir, il fonctionne à plein régime, au maximum de ses capacités parce que votre détecteur de fumée vient de hurler « alerte, alerte ». Et bien sûr, cette réaction induit de très nombreux signes, hein. On l'a dit, le cœur s'accélère, la respiration s'accélère, les pupilles se dilatent, hein, ce qui peut provoquer une gêne dans la vision. Comme le sang est dirigé en priorité vers les grands groupes musculaires, donc les gros muscles comme les cuisses ou les biceps, il y a des tensions ou il y a des contractions musculaires, mais aussi il y a moins de sang dans les orteils, dans les doigts. Donc il y a des sensations de picotement à cause de ça, ou une sensation d'engourdissement. La bouche peut devenir sèche parce que le système digestif est à l'arrêt. Pas besoin qu'il fonctionne en cas d'alerte. Mais souvent on va trouver aussi une sensation désagréable
de chaleur dans la tête ou encore des étourdissements. Et encore d'autres signes, mais en fait ce que vous voyez c'est que tous les symptômes d'une attaque de panique, et tous ces symptômes peuvent être expliqués uniquement par le déclenchement de cette réaction d'alerte, combattre ou fuir. Alors encore une fois, peu importe pour votre cerveau que ce soit une fausse alerte, la réaction pour lui est exactement la même. Donc, en résumé, vous comprenez maintenant, je pense, que la panique est une fausse alerte déclenchée par le détecteur de fumée trop sensible, l'amygdale, et que cette fausse alerte va donner lieu à une cascade de changements métaboliques, physiologiques qui sont liés à l'activation de la réponse de combat ou de la réponse de fuite pour vous aider à faire face à un danger qui, dans le cas de la panique, n'existe pas. Essayons maintenant de bien comprendre comment cette fausse alerte est rendue possible. Vous avez probablement entendu parler des expériences de Pavlov, on va faire un bond dans le temps là, avec les fameux chiens de Pavlov. Alors Pavlov a mené des expériences pour comprendre différentes formes, différents types d'apprentissage, et sa contribution essentielle à la psychologie concerne un type d'apprentissage qu'on appelle le conditionnement répondant. Alors un conditionnement répondant, c'est une forme d'apprentissage par association qui provoque une réponse automatique, involontaire de l'organisme. Alors voilà, bon, c'est en fait assez simple. À chaque fois que Pavlov sonne une cloche, il donne de la viande à ses chiens. Donc la cloche, la viande, la cloche, la viande, la cloche, la viande. Bon, les deux sont donnés ensemble, donc ils sont associés. Mais au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que la cloche sonne et le chien se met à saliver. Donc le chien salive, même si on ne lui donne pas la viande, parce que son cerveau a associé automatiquement les deux, donc le son de la cloche et la viande. Et vous voyez que la production de salive, c'est une réponse parfaitement physiologique et involontaire. Alors pourquoi ça nous intéresse? Pourquoi ces expériences de Pavlov nous intéressent? C'est parce que cette forme d'apprentissage ne concerne pas que les chiens. Nous aussi, nous avons beaucoup de réponses qui sont apprises par conditionnement. Par exemple, dans mon entourage familial, il y a une personne qui avait subi une chimiothérapie pour le traitement d'un cancer et cette personne avait des effets secondaires très intenses et bien sûr notamment les fameuses nausées. Alors ce qui s'est passé, c'est que après quelques séances de chimiothérapie, cette personne arrivait à l'entrée de l'hôpital et avait la nausée avant même de recevoir sa chimio. Parce qu'il y avait une association pour elle très forte entre l'hôpital et les vomissements qui avaient précédé. Donc un autre exemple, un peu plus réjouissant, c'est une odeur comme un parfum ou une chanson que vous avez associée à une époque ou à une personne agréable de votre vie et qui vous donne immédiatement le sourire. Donc dès que vous l'entendez, hop, vous vous mettez à sourire. Alors si je vous parle de Pavlov, c'est parce qu'il y a un conditionnement qui est hyper important dans la panique, parce qu'il y a eu en fait une association entre certaines sensations physiques totalement inoffensives et une expérience de peur très intense. Et c'est à cause de cette association que votre cerveau a appris à surveiller et surtout à redouter ces sensations corporelles et donc à déclencher la fausse alerte. Et c'est là que les problèmes commencent et que nous arrivons au cœur même de la mécanique de la panique qu'on peut décrire comme le cercle vicieux de la panique. Alors c'est ici que je vous demande d'être vraiment particulièrement attentif parce que ça c'est vraiment tout à fait essentiel à comprendre pour vous. Quand vous êtes anxieux, comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps? Évidemment, vous êtes physiquement, vous avez des sensations inconfortables parce que c'est le propre même de l'anxiété de se manifester par une boule dans la gorge, dans l'estomac, ou d'avoir une sensation d'oppression dans la poitrine, par exemple, et entre autres. Et est-ce que ces sensations physiques sont dangereuses pour votre santé? Évidemment non, sinon vous pouvez imaginer la catastrophe sanitaire que ça serait. L'anxiété est tellement répandue que si ces sensations étaient dangereuses, il y aurait des morts partout et tout le temps. Donc ces sensations sont très dérangeantes, mais par contre elles sont totalement inoffensives. Par contre, par conditionnement, c'est là qu'il est important de comprendre Pavlov, votre cerveau a appris à craindre ces sensations physiques
totalement inoffensives. Donc quand votre cerveau constate la présence de ces sensations, vous devenez plus anxieux. Comme vous devenez plus anxieux, que se passe-t-il avec les sensations physiques de l'anxiété? Évidemment, elles augmentent. Et comme elles augmentent, et que votre cerveau les craint, vous devenez encore plus anxieux, etc., etc., etc. Et c'est cette spirale infernale qui finit par déclencher la réaction de fausse alerte. Donc vous voyez, même si en apparence, il n'y a rien qui puisse expliquer la survenue d'une attaque de panique, c'est ce que me disent mes patients quand ils ont des attaques de panique nocturnes, c'est ça souvent que j'entends. Tu vois Didier, il n'y a pas de déclencheur, je faisais rien, je pensais à rien, je dormais ou j'étais à moitié endormi, voilà, et puis j'ai eu une attaque de panique. Eh bien oui, mais votre cerveau, votre détecteur de fumée, il continue lui à observer ce qui se passe dans votre corps. Et même la nuit, il peut y avoir une sensation physique qui fasse réagir votre cerveau. Vous voyez, c'est pourquoi au début de cette vidéo, je vous parlais de la peur centrale dans le trouble panique, la peur des sensations physiques. C'est parce que c'est ça au fond qui spécifie ce trouble, mais aussi c'est ça qui explique le cercle vicieux de la panique. Et je peux vous garantir qu'il y a au moins une sensation physique, au moins une, mais probablement plus, à laquelle vous êtes spécialement sensible. Sinon, en fait, vous n'auriez pas de panique. Vous n'auriez pas de crise d'angoisse. Peu importe que ce soit l'accélération du rythme cardiaque, la sensation d'oppression, ou de souffle court, ou d'avoir la tête qui tourne, ou de perdre le contact avec le monde extérieur ou avec soi, ou une bouffée de chaleur, ou des frissons, ou des maux de ventre, ou une autre sensation, ça varie énormément d'une personne à l'autre, c'est obligatoirement présent, même si vous ne vous en rendez pas totalement compte. Donc, même si les attaques de panique surviennent spontanément, sans aucun danger apparent à l'extérieur, votre cerveau, votre détecteur de fumée, comme on l'a appelé, il est devenu hypersensible à ce qui se passe dans votre corps. Et la moindre sensation physique, un tout petit peu plus forte que la normale, va déclencher une réaction de « Oh oh, qu'est-ce qui se passe ?» et qui va vous rendre plus anxieux, donc plus de sensations physiques, donc plus anxieux, etc. jusqu'à la panique. Alors vous voyez le problème, pour votre cerveau, le danger vient de l'intérieur, du corps lui-même. Et c'est ce scénario-là qu'on va retrouver chez absolument toutes les personnes, sans aucune exception, qui souffrent de troubles paniques. C'est devenu un cercle vicieux, on l'a dit. L'anxiété crée les sensations physiques et la sensibilisation de votre cerveau aux sensations physiques renforce l'anxiété. Si bien que c'est comme la poule et l'œuf, on ne sait plus au bout d'un moment ce qui vient en premier, et d'ailleurs, à la limite, c'est même pas ça qui est important. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les sensations physiques sont le résultat de l'anxiété et elles nous rendent anxieux. C'est pourquoi c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire une causalité circulaire. Alors maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose parce que j'ai traité des centaines de personnes pour des attaques de panique et c'est souvent en fait la même objection qui revient. Oui Didier, je comprends ce que tu me dis, mais c'est pas possible que ça soit que de l'anxiété. C'est pas possible que ça soit si violent juste avec de l'anxiété. Et c'est vrai que s'il y a autant de personnes qui finissent aux urgences médicales en arrivant en catastrophe, en passant à avoir un grave problème de santé, c'est bien parce que toutes ces personnes pensent la même chose. Ça ne peut pas être de l'anxiété, c'est un problème médical. C'est ça qu'on entend tout le temps. Et si on s'intéresse quelques instants à l'hyperventilation, vous serez surpris d'en connaître tous les effets possibles. L'hyperventilation, à elle seule, peut créer absolument toutes les sensations physiques que vous avez dans une attaque de panique. Alors, je ne rentre pas dans les détails ici sur l'hyperventilation, mais vous allez trouver sous cette vidéo un fichier au format PDF qui va vous expliquer tout ça, si ça vous intéresse de le lire, et je vous conseille de le faire. Pourquoi je vous conseille de le faire? Parce que c'est très important en fait de comprendre les effets de l'hyperventilation.
Voilà pour aujourd'hui. Alors je vous donne rendez-vous dans la troisième vidéo et je vous expliquerai comment le cercle vicieux de la panique qu'on vient de discuter est renforcé par un autre mécanisme et pourquoi la panique est si paradoxale. Plus vous voulez vous en débarrasser et plus elle augmente. Je suis certain que vous avez déjà constaté ça. Voilà, ne manquez pas cette prochaine vidéo. Vous allez encore apprendre, j'espère en tout cas, beaucoup de choses qui sont essentielles pour guérir de votre trouble panique. Je vous dis à très bientôt.